23 millions d'Américains ont déjà voté. C'est un record. Pour qui et pourquoi voter aussitôt? Ils ont pourtant jusqu'au 5 novembre pour envoyer leur bulletin. J-12 avant l'élection présidentielle américaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Washington Briefing. Bonjour Thierry Arnaud, tu es éditorialiste politique international. On va tenter de comprendre ensemble pourquoi les Américains se précipitent pour voter. Bonjour Antoine Hollard, tu es correspondant à Washington. Alors Antoine, comment marche le vote? Qui peut déjà voter aujourd'hui? Alors, tu l'as dit, hein, le vote, ça a lieu le 5 novembre. C'est un jour de semaine, donc certains ne peuvent pas aller voter en semaine parce qu'ils travaillent. Parfois, il y a des files d'attente assez longues. Il faut prendre un jour de congé ou un demi-jour de congé, donc tout le monde ne peut pas le faire. Et c'est pour cette raison qu'il y a la possibilité de voter de façon anticipée, soit en présentiel, en se rendant directement au bureau de vote, soit par correspondance, en mettant son bulletin à la poste, en l'envoyant avec une enveloppe affranchie qui doit être tamponnée avant le 5 novembre. Soit en déposant son bulletin dans des espèces de grandes boîtes qui sont disposées un peu partout, près des bibliothèques, près des écoles, etc. Alors, on peut voter de façon anticipée, pas partout au même moment. Le premier État qui a commencé les votes anticipés, c'est l'Alabama. Depuis le 11 septembre, là-bas, on peut déjà voter de façon anticipée. Et puis, progressivement, la plupart des États s'y mettent. Avant le 5 novembre, on estime qu'il y a 97% des électeurs américains qui auront l'occasion de voter de façon anticipée. Ce qui est intéressant, c'est de voir où on vote de façon anticipée Mhm. dans les États clés, tu sais, ces États qui vont faire basculer Mhm. l'élection. Et là, on se rend compte, par exemple, qu'en Caroline du Nord, il y a énormément d'Américains qui ont déjà voté de façon anticipée. 1 million, je crois, d'après les derniers chiffres. C'est un record. Et quand tu t'inscris sur les listes électorales aux États-Unis, tu t'inscris soit comme républicain, soit comme démocrate, soit comme indépendant, ce qui permet d'avoir aujourd'hui des statistiques de qui a voté de façon anticipée. Et donc, quand on regarde dans le détail, on voit que les électeurs républicains ont cette fois-ci massivement recours au vote anticipé. Ça, c'est une nouveauté. D'habitude, c'est plutôt les démocrates qui traditionnellement votent de façon anticipée. Et dans la plupart des États clés où les votes anticipés ont commencé, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, l'Arizona aussi, si je ne me trompe pas, les républicains, en tout cas les électeurs enregistrés comme républicains, sont plus nombreux que les démocrates à avoir voté de façon anticipée, en Mhm. tout cas à ce jour, 12 jours avant le scrutin du 5 novembre. Thierry, pourquoi est-ce que les républicains se jettent sur les urnes aujourd'hui? Ben, alors, c'est une vraie question parce que, en fait, dans un contexte l'élection s'annonce comme étant extrêmement serrée, cette ruée vers les votes anticipés. D'ailleurs, j'en profite au passage pour mettre les quelques chiffres à jour parce il y a plusieurs organismes et notamment quelques médias qui tiennent quasiment en temps réel la comptabilité de ces votes par anticipation. Tu disais 23 millions tout à l'heure, Yves. On est en fait à 27 millions 3 maintenant, nous dit le New York Times, qui est l'un des organismes qui remet ses décomptes à jour plusieurs fois par jour. Donc tu vois que c'est considérable. 31% des électeurs de Géorgie ont déjà voté, 30% de ceux de Caroline du Nord. Donc tout ça est vraiment un phénomène très intéressant et très important de cette élection. La question fondamentale, c'est de savoir si les gens qui votent par anticipation sont des gens qui avaient l'intention d'aller voter en personne de toute façon, autrement dit, s'ils ont choisi simplement de décaler dans le temps leur vote, ou s'il s'agit d'électeurs supplémentaires, ceux qui n'ont pas l'habitude de se rendre aux urnes. Ça peut être d'ailleurs une combinaison des deux. Hein. Ces deux théories ne sont pas mutuellement exclusives l'une de l'autre. Mais parce qu'il y a cette incertitude sur ce que ça veut dire, il y a évidemment une incertitude aussi sur la manière dont on peut interpréter les choses. Une fois qu'on a dit tout ça, je reviens au point central qu'évoquait Antoine à l'instant, qui est qu'il y a davantage de votes républicains que les fois précédentes. Traditionnellement, le vote anticipé, ça profitait plutôt aux démocrates. Là, on sent une mobilisation forte de l'électorat républicain, et c'est quand même un signe qui est plutôt encourageant pour Donald Trump. C'est parce que, Antoine, les républicains sont convaincus par leur candidat? Et d'ailleurs,
Ce que je voudrais rajouter d'abord, c'est en tout cas Donald Trump, cette fois-ci, a demandé à ses électeurs d'aller voter de façon anticipée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2020, il y a 4 ans, Trump disait que le vote anticipé, c'était de la triche et que ça faussait le résultat des élections. C'était une des raisons, selon lui, pour laquelle l'élection lui a été volée. Ce coup-ci, Trump a compris que faire cela, c'était d'un point de vue stratégique, une erreur, parce qu'il se prive de tout un tas d'électeurs qui ne peuvent pas voter le 5 novembre et qui auraient pu voter pour lui avant. Donc cette fois-ci, Trump leur a dit allez-y, allez voter de façon anticipée. Et manifestement, ce message a été entendu. En tout cas, si on regarde les chiffres, on voit effectivement que les républicains sont nombreux cette année, plus nombreux même que les démocrates, à se rendre aux urnes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont convaincus par Donald Trump? C'est possible. Ce qu'on voit aussi quand on regarde les sondages, c'est que le nombre d'électeurs indécis est de plus en plus faible. Les derniers chiffres donnés par CNN font état de 3% d'électeurs seulement qui sont indécis, qui n'ont pas encore fait leur choix cette année. C'est très peu. Il y a 4 ans, au même stade de la compétition, il y en avait beaucoup plus. Et donc, ça veut dire effectivement que peut-être les gens ont fait leur choix, en tout cas côté républicain, et qu'ils vont voter pour Donald Trump, probablement. En tout cas, Kama- pour les électeurs enregistrés comme républicains. Kamala Harris, hier sur CNN, elle a utilisé un mot pour qualifier Donald Trump, c'est le mot fasciste. Le général Milley a qualifié Donald Trump de fasciste. Vous n'avez pas utilisé ce mot pour le décrire. Alors je vous pose la question, pensez-vous que Donald Trump est un fasciste? Yes, I do. Yes, I do. Oui, je le pense. And I also Et je crois believe qu'il that faut the faire people confiance who aux know him personnes best qui le connaissent on le this mieux sur ce subject should be sujet. trusted. I believe that Donald Trump is Je crois que dangerous. Donald Trump I est believe dangereux. that when you have a president of the United States who has said to his generals, Je crois que lorsqu'un président des Who work for États-Unis him parle à because he ses is généraux, commander qui in travaillent pour lui chief, parce qu'il est these commandant en chef, conversations, I assume ces many of them conversations, took place in j'imagine the que beaucoup Oval d'entre elles ont Office. lieu dans le bureau ovale. And if the president of the Et si le United States, président the des commander in États-Unis, chief, le is saying to commandant en his chef, generals, dit à ses généraux in en essence, substance, why pourquoi ne can't you pouvez-vous be pas more être like plus comme les Hitler's généraux generals? d'Hitler? Anderson? Franchement. Come on. Thierry, comment est-ce que Kamala Harris, elle peut convaincre les républicains indécis? Elle a fait un choix assez clair depuis quelques heures et quelques jours maintenant, c'est de concentrer ses attaques sur la personnalité de Donald Trump, les défauts de cette personnalité, ses positions extrêmes. Ce mot de fasciste qui ne vient pas de nulle part, hein. On en parlait déjà hier, bien sûr. Dans le podcast. C'est dans la foulée de l'interview accordée au New York Times par John Kelly, l'ancien Chief of Staff, l'ancien secrétaire général de la Maison-Blanche sur Donald Trump, qui disait au New York Times qu'il considérait que voilà, Donald Trump avait des envies de dictature et qu'il avait été très frappé par le fait qu'il avait entendu à plusieurs reprises Donald Trump dire que Hitler avait fait de bonnes choses. Donc c'est de cela qu'elle s'est inspirée pour attaquer la personne de Donald Trump. Et ça, c'est à la fois un choix fort et finalement aussi quelque part une preuve de faiblesse parce que ça montre qu'elle a du mal à faire passer ses arguments sur le fond, son programme, ce qu'elle a proposé en particulier pour le pouvoir d'achat des Américains. Si elle choisit de mettre les attaques personnelles en avant, c'est bien parce qu'elle considère que tout ce qu'elle a à dire sur comment je vais vous aider en termes de fiscalité, par exemple, mes propositions pour soutenir les entreprises, etc., elle constate que ça n'imprime pas. Et ça, c'est un vrai problème pour elle. Je lisais hier une étude très intéressante d'un organisme qui s'appelle Center for Working Class Politics, qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans l'étude des mouvements d'opinion des cols bleus de la classe ouvrière américaine. Et ils ont mené une étude auprès d'un millier d'électeurs, à la fois des démocrates et des républicains, et ils ont testé auprès d'eux des argumentaires de campagne des deux camps pour voir quels étaient les messages auxquels les uns et les autres étaient les plus sensibles. Qu'est-ce qui accrochait le plus, qu'est-ce qui imprimait le plus. Et ce qui imprime le moins chez les électeurs des deux camps, y compris les démocrates, ce sont les messages qui attaquent la personnalité de Donald Trump. Ce qui imprime le plus, ce sont les messages qui portent sur l'économie, le pouvoir d'achat et tout ce qui concerne ce qui reste à la fin du mois sur ton compte en banque. Donc ça montre, à mon sens, que le choix de Kamala Harris, même si évidemment elle a des tas d'arguments et tous les jours il y a de nouvelles déclarations de Donald Trump qui apportent de l'eau à son moulin, est-ce que ça va être suffisant pour mobiliser les électeurs et en particulier ces électeurs indépendants, indécis, ceux qui ne sont pas traditionnellement
tout le temps du même camp, la réponse, à mon sens, elle n'est pas évidente. Antoine, là, quel est ces derniers jours de campagne pour Kamala Harris? Comment est-ce qu'elle va vivre cette dernière ligne droite? Kamala Harris, elle a fait aussi le choix d'aller chercher les électeurs républicains qui sont des never Trumpers, des gens qui, bien qu'étant de droite, jamais ne voudront voter pour Donald Trump parce que ils détestent ses outrances, ils estiment que ça n'est pas le bon candidat et le bon président. Ça représente à peu près 10% de l'électorat républicain et Kamala Harris, elle fait une campagne très au centre pour justement aller chercher ce réservoir d'électeurs. Depuis en début de semaine, elle a fait campagne par exemple avec Liz Cheney, qui est une figure du Parti républicain, mais qui incarne justement cette ligne un peu modérée. Et en attaquant Donald Trump, Kamala Harris vient dire à ces républicains que il est important pour eux de venir voter et de faire barrage à Donald Trump. Parce que ces républicains qui n'aiment pas Donald Trump, ils ont deux choix pour le 5 novembre. Soit ils restent chez eux, ils ne vont pas voter, soit ils vont voter pour Kamala Harris. Et en dramatisant un petit peu les enjeux, en disant que Donald Trump est un fasciste, qu'il est un danger pour la démocratie, Kamala Harris cherche vraiment à mobiliser cet électorat et surtout à faire en sorte qu'il aille voter pour elle, ce qui n'est pas évident du tout, parce que des gens qui ont toujours été républicains allaient voter pour le Parti démocrate, et même pour faire barrage à Donald Trump, c'est quelque chose de compliqué, compliqué de franchir le pas. Liz Cheney d'ailleurs l'a dit en début de semaine quand elle a fait meeting avec Kamala Harris, elle a dit, vous savez, vous pouvez voter pour Kamala Harris et vous n'avez pas besoin de le dire à votre entourage, vous pouvez voter en secret pour elle, ça n'est pas honteux. Voilà un peu le message. Donc Kamala Harris va être sur cette ligne dans les prochains jours pour mobiliser cet électorat-là. Et puis elle ne doit pas non plus oublier de mobiliser sa base électorale à elle, qui est sensible aux sujets importants pour les démocrates, et notamment les sujets sur lesquels Kamala Harris est forte, la défense du droit à l'avortement, par exemple. Demain, Harris, justement, est en meeting au Texas. Alors le Texas, c'est pas du tout un État clé, c'est pas un État important et qui va faire basculer l'élection, mais c'est un État où les lois anti-avortement sont extrêmement dures, c'est les lois les plus dures du pays quasiment, et donc c'est un décor entre guillemets idéal pour Kamala Harris pour mettre en valeur ses arguments en faveur du droit à l'avortement. Avant d'arriver au Texas, Thierry, elle se représentera ce soir avec Barack Obama et Bruce Springsteen. Oui, effectivement, elle est en tournée, si l'on peut dire, avec ces deux stars. Elle est en Géorgie, qui est l'un de ces États clés, pour mobiliser autant qu'elle le peut. Évidemment, on connaît l'impact que peut avoir Barack Obama. Bruce Springsteen, le boss tel qu'on le surnomme, évidemment très important aussi. Très important aussi parce que l'image de Bruce Springsteen, elle est très, là encore, blue collar, quoi. C'est le gamin qui a grandi dans un milieu modeste du New Jersey et qui, malgré le fait qu'il est évidemment une superstar aujourd'hui, a gardé ce contact, cette authenticité, cette capacité à parler, évidemment, principalement dans ses chansons, à l'Amérique populaire. Ils sont très complices par ailleurs, hein, Obama et Springsteen. Ils avaient enregistré il y a quelques mois maintenant un podcast où ils échangeaient justement sur leur parcours personnel et sur ce que représentait l'Amérique pour eux. Donc Bruce Springsteen, c'est véritablement aussi une personnalité engagée. Un mot sur l'avortement dont parlait Antoine, pour dire que c'est évidemment un enjeu crucial. On vote, il y a des référendums sur l'avortement dans 10 États américains. C'est plutôt un thème porteur pour Kamala Harris, bien sûr, parce que pour le coup, sur ce sujet-là, y compris dans des États conservateurs comme le Texas, si l'on en croit les sondages, clairement, les électeurs au sens large, et évidemment singulièrement d'abord, surtout les électrices, sont favorables à l'avortement, sont favorables aux positions défendues par Kamala Harris. Mais ce que montrent les sondages aussi, c'est que cette position sur l'avortement ne se traduit pas forcément de manière systématique, un peu pavlovienne, en un soutien du Parti démocrate sur tous les sujets et tous les votes auxquels les Américains sont appelés le 5 novembre. Et nous continuerons de suivre cette campagne jusqu'au 5 novembre dans ce podcast, le Washington Briefing, tous les jours. Merci Thierry, merci Antoine, à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode du Washington Briefing. Cet épisode est à retrouver comme tous les autres sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.